Le poison n'était pas pour moi, ma fille avait un plan, mais je sais jouer aux échecs. Si cette histoire vous touche, si elle résonne avec votre propre expérience ou si vous reconnaissez quelqu'un dans ces mots, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Votre like me dit que ces histoires comptent, que ces témoignages ne tombent pas dans le vide. Et surtout, partagez vos pensées dans les commentaires, parfois, c'est dans vos mots que d'autres trouvent la force de faire face à leurs propres démons familiaux. Je m'appelle Henri Dubois, j'ai 68 ans, et je vais vous raconter comment j'ai découvert que ma propre fille voulait m'empoisonner. Pas pour me faire du mal par colère ou par folie, non. Pour l'héritage. Pour cette maison bourgeoise du 16e arrondissement de Paris que j'ai achetée pierre par pierre, avec mes mains calleuses d'artisan plombier. Pendant 43 ans, j'ai réparé les canalisations de cette ville. 43 ans à ramper sous les éviers, à déboucher des toilettes, à réparer des fuites à 4 heures du matin par moins 10 degrés. 43 ans à économiser chaque euro pour offrir à ma famille une vie que je n'avais jamais eue. Ma femme Marguerite était institutrice, et ensemble, nous avons élevé notre fille unique, Camille, dans cette belle demeure de 5 pièces que nous avions acquise en 1985 pour 800 000 francs, une fortune à l'époque. Marguerite est morte il y a 8 ans d'un cancer du pancréas. Camille avait alors 32 ans. Je me souviens encore de ses derniers mots à sa mère, « Maman, je te promets de m'occuper de papa. » Promesse qu'elle a brisée le lendemain même des funérailles en partant s'installer à Londres avec son petit ami britannique, Thomas, un courtier en bourse qu'elle avait rencontré dans un bar de Pigalle. Depuis 8 ans, je vis seul dans cette maison de 180 mètres carrés. 8 ans de silence, de souvenirs qui craquent comme le parquet de l'entrée, de photos de famille qui me regardent depuis leur cadre doré. Camille appelait peut-être 3 fois par an. Noël, mon anniversaire, et parfois la fête des pères si elle y pensait. Nos conversations duraient 10 minutes maximum. Comment ça va, papa? Ça va, et toi? Ça va aussi. Bon, je dois y aller. La maison, selon les dernières estimations de l'agence foncière de la rue de Passy, vaut aujourd'hui 2,8 millions d'euros. J'ai aussi 150 000 euros sur mon livret A, le fruit d'une vie entière d'économie et de privation. Pas de quoi faire le millionnaire, mais suffisant pour attirer l'attention d'une fille qui a toujours eu des problèmes d'argent. Car oui, j'étais au courant. Par sa cousine Mathilde, qui travaille dans une banque à Londres, j'avais appris que Camille avait accumulé des dettes de jeu. Apparemment, Thomas l'avait initiée au pari en ligne et au casino de Mayfair. Elle devait, selon Mathilde, plus de 80 000 livres sterling à diverses institutions financières. Son salaire de graphiste freelance ne suffisait plus à couvrir ne serait-ce que les intérêts de ses emprunts. C'est dans ce contexte que, par un matin pluvieux de novembre 2024, j'ai reçu un appel inattendu. « Papa ?» C'est Camille. Sa voix était différente. Plus douce. Presque mielleuse. « Bonjour ma chérie. Quel bon vent t'amène. Papa, j'ai réfléchi. Je sais que je n'ai pas été une bonne fille ces dernières années. Thomas et moi, on a rompu. Je me suis rendu compte que tu me manquais terriblement. Est-ce que je pourrais rentrer à la maison? Juste pour quelque temps, le temps de me remettre sur pied? Le cœur d'un père, même meurtri par des années d'abandon, reste tendre. J'ai accepté immédiatement. Bien sûr, ma chérie. Ta chambre t'attend. 3 jours plus tard, Camille franchissait le seuil de la maison familiale avec 2 valises et un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Elle avait changé. Ses cheveux châtains étaient maintenant platines, coupés au carré. Elle portait des vêtements de marque que je ne lui connaissais pas, un manteau Moncler, des bottes Saint-Laurent. Pour quelqu'un en difficulté financière, elle semblait bien habillée. « Papa, tu as l'air en forme », dit-elle en m'embrassant sur les joues. Mais ses yeux scrutaient déjà l'entrée, notant chaque détail, chaque objet de valeur. Le vase en cristal de baccarat que Marguerite avait reçu en cadeau de mariage. Le tableau de Vlaminck, une petite toile de 40 x 30 cm que j'avais acheté aux enchères en 1992 et qui valait maintenant plus de 50 000 euros. Les premiers jours ont été presque idylliques. Camille cuisinait, faisait le ménage, s'occupait du jardin. Elle avait même retrouvé ses habitudes d'adolescente, elle regardait la télévision avec moi le soir, me posait des questions sur mon travail, mes anciens collègues. Je commençais à me dire que sa rupture avec Thomas avait été une bénédiction déguisée.
Mais un père qui a passé 43 ans à diagnostiquer des problèmes cachés derrière les murs développe un sixième sens pour les anomalies. Et les anomalies se multipliaient. D'abord, ses coups de téléphone. Elle sortait systématiquement dans le jardin pour répondre, même par temps de pluie. Quand je lui demandais qui l'appelait, elle répondait vaguement, « Oh, une ancienne collègue » ou « le dentiste pour un rendez-vous ». Ensuite, ses visites chez le notaire. Maître Beaumont, notre notaire de famille rue de la Pompe, m'avait discrètement fait savoir que Camille était venue s'informer sur les droits de succession et les donations entre vifs. « Votre fille semble très préoccupée par votre santé, monsieur Dubois. Elle m'a demandé ce qui se passerait si vous veniez à partir sans avoir fait de testament. » Mais le détail qui m'a le plus alerté, c'était ses recherches sur Internet. Notre ordinateur familial se trouve dans le bureau, et j'ai l'habitude de vérifier l'historique, vieille habitude de père méfiant depuis qu'elle était adolescente. Les recherches de Camille étaient troublantes. Substances indétectables toxiques. Empoisonnement sans symptômes. Riciné dosage mortel. Comment hériter plus vite? Simuler mort naturelle personne âgée. Mon sang s'est glacé. Ma propre fille. Ma petite Camille qui, enfant, me faisait des dessins avec écrit « Je t'aime papa » en lettres multicolores. Cette même Camille planifiait ma mort. J'aurais pu l'affronter immédiatement. J'aurais pu appeler la police. J'aurais pu la mettre dehors et changer les serrures. Mes 43 ans de plomberie m'ont appris une chose, quand on découvre une fuite, on ne colmate pas immédiatement. On observe d'abord l'étendue des dégâts. On comprend le système. Et seulement après, on intervient chirurgicalement. J'ai décidé de jouer le vieil homme naïf et confiant. De lui donner suffisamment de cordes pour qu'elle se penve elle-même. Le soir même, au dîner, j'ai abordé le sujet de l'héritage avec un naturel fin. Tu sais, Camille, à mon âge, on commence à penser à l'après. J'aimerais m'assurer que tu seras bien protégée quand je ne serai plus là. Ses yeux ont brillé d'une lueur que j'ai reconnue, l'avarice. La même lueur que j'avais vue dans les yeux de certains clients véreux qui essayaient de me faire travailler au noir pour éviter les taxes. Oh papa, ne dis pas de choses pareilles. Tu es encore en pleine forme. Certes, mais on ne sait jamais. Cette maison, mes économies, tout ça te reviendra, bien sûr. Tu es ma seule héritière. Tu n'as pas fait de testament. Non, pas encore. Mais je devrais. On m'a dit que ça simplifiait les choses. Tu crois que je devrais? Non, non. Enfin, si tu veux, mais il n'y a pas d'urgence. Tu as encore de belles années devant toi. Menteuse. Elle ne voulait pas de testament parce qu'un testament, ça se conteste. Mais un héritage légal, direct, de père à fille unique, ça, c'est du solide. Les jours suivants, j'ai intensifié ma surveillance discrète. J'ai installé une petite caméra de surveillance dans la cuisine, un modèle discret acheté sur Amazon pour 89 €. Officiellement, c'était pour surveiller la femme de ménage, Madame Gonzalez, qui venait une fois par semaine et que je soupçonnais de fouiller dans mes affaires. En réalité, je voulais observer Camille. Et j'ai bien fait. Le mercredi 4 décembre, vers 14 h, alors que j'étais supposé faire ma sieste, j'ai vu sur l'écran de contrôle de ma chambre ce que je redoutais. Camille, seule dans la cuisine, sortait de son sac à main un petit flacon transparent. Elle a regardé autour d'elle, puis a versé une poudre blanchâtre dans le pot de miel que j'utilisais chaque matin pour sucrer mon thé. Mes mains tremblaient en voyant ces images. Ma propre fille. La chair de ma chair. L'enfant que j'avais porté sur mes épaules dans les jardins du Luxembourg, à qui j'avais appris à faire du vélo sur l'esplanade des Invalides, pour qui j'avais économisé pendant des années pour lui payer ses études d'art graphique. Elle m'empoisonnait. Lentement, méthodiquement. Le miel était parfait. Je l'utilisais tous les matins, une bonne cuillerée dans mon thé Earl Grey. Une dose quotidienne de poison, suffisamment faible pour que ma mort paraisse naturelle. Un vieux monsieur de 68 ans qui meurt d'un arrêt cardiaque ou d'une défaillance rénale, ça n'étonne personne. Surtout s'il vit seul et qu'il a des antécédents familiaux, mon père était mort d'un infarctus à 75 ans. J'ai immédiatement cessé de prendre du miel. J'ai dit à Camille que le médecin m'avait recommandé de réduire le sucre à cause de mon taux de glycémie. Elle a paru contrariée. Pendant ce temps,
je menais ma propre enquête. J'ai contacté un laboratoire privé, Bioni, sur l'avenue de Wagram. Il proposait des analyses toxicologiques pour les particuliers. J'ai prélevé discrètement un échantillon du miel contaminé et l'ai fait analyser. Le résultat est arrivé une semaine plus tard par email, présence d'arsenic en quantité significative. 0,8 mg par gramme de miel. Suffisant pour provoquer, à raison d'une cuillerée quotidienne, une intoxication chronique mortelle en 6 à 8 semaines. Ma fille essayait de m'assassiner avec l'arsenic. Le poison des Borgia. Celui de Madame Bovary. Un grand classique, indétectable si on ne sait pas quoi chercher, et qui provoque des symptômes compatibles avec le vieillissement, fatigue, troubles digestifs, problèmes cardiaques. Maintenant que j'avais la preuve, il fallait décider de la suite. Appeler la police? La confronter directement? Ou jouer plus finement? J'ai choisi la troisième option. Le samedi suivant, j'ai organisé un dîner familial. J'ai invité Mathilde, la cousine de Camille, sous prétexte de fêter le retour de ma fille. Mathilde, comptable rigoureuse, était la seule personne de la famille en qui j'avais encore confiance. Nous nous sommes installés dans la salle à manger, sous le lustre en cristal que Marguerite adorait. J'avais sorti le service en porcelaine de Limoges, celui qu'on utilisait seulement pour les grandes occasions. « C'est merveilleux de te voir de retour, Camille », dit Mathilde en la serrant dans ses bras. Henri me disait justement qu'il se sentait moins seul depuis que tu étais là. Oui, papa et moi, on rattrape le temps perdu, répondit Camille avec ce sourire artificiel que je commençais à connaître par cœur. Pendant l'apéritif, j'ai abordé le sujet que j'avais préparé. Au fait, les filles, je voulais vous dire. Je suis allé voir Maître Beaumont cette semaine. J'ai enfin décidé de faire mon testament. Le visage de Camille s'est figé. Mathilde a levé son verre de champagne. Bonne idée, Henri. À ton âge, c'est important d'avoir ses affaires en ordre. Oui, et j'ai pris une décision importante. Je vais léguer cette maison à la Fondation de France. Pour créer un centre d'accueil pour les personnes âgées isolées. Et mes économies iront à l'association Les Petits Frères des Pauvres. Le verre de Camille s'est brisé dans sa main. Du champagne Dom Pérignon 2008 s'est répandu sur la nappe en lin blanc. Papa, tu plaisantes? Pas du tout, ma chérie. Ta mère et moi, nous avons eu une vie heureuse dans cette maison. Il est temps qu'elle serve à d'autres. Toi, tu as ta propre vie à Londres, tes propres projets. Tu n'as pas besoin de ces vieux murs. Mais enfin, papa. C'est notre maison familiale. Tu ne peux pas la donner à des inconnus. Sa voix montait dans les aigus. Mathilde la regardait avec surprise. Camille, calme-toi, dit sa cousine. Si c'est la volonté de ton père. Sa volonté? Mais il est manipulé. Ces associations, elles embobinent les vieux pour récupérer leurs biens. Ma chérie, dis-je avec une douceur calculée, personne ne me manipule. J'ai toute ma tête, mes analyses médicales le prouvent. D'ailleurs, j'en ai passé une série complète la semaine dernière. Test sanguin, analyse urinaire, scanner cérébral. Tout est parfait pour mon âge. Le docteur Lemaire dit que j'ai la constitution d'un homme de 50 ans. Camille était livide. Si j'étais en parfaite santé, son arsenic ne fonctionnait pas assez vite. Pire, si j'avais fait des analyses médicales récentes, toute mort suspecte dans les semaines qui suivraient déclenche automatiquement une enquête toxicologique. Tu as fait des analyses? Bien sûr. À mon âge, il faut être prudent. Et puis, avec tous ces empoisonnements qu'on voit aux informations. On n'est jamais trop prudent. Le dîner s'est achevé dans un silence pesant. Mathilde, sentant la tension, est partie tôt. Camille est montée directement dans sa chambre sans me dire bonsoir. J'ai attendu minuit, puis je suis descendu discrètement dans la cuisine. Comme je l'espérais, le pot de miel avait disparu. Remplacé par un pot neuf, identique, acheté probablement dans l'épicerie de nuit de la rue de Passy. Camille effaçait les preuves. Mais j'avais gardé l'échantillon analysé dans un coffret de sécurité à la banque. Et j'avais les vidéos de surveillance. Le lendemain matin, dimanche, Camille est descendue prendre le petit déjeuner avec moi. Elle semblait avoir retrouvé son calme,
mais je la connaissais assez pour déceler les signes de stress, ses mains qui pianotaient nerveusement sur la table, son regard qui évitait le mien, sa façon de mordiller sa lèvre inférieure. Papa, j'ai réfléchi à ce que tu as dit hier soir. À propos du testament. Oui. Je pense que tu as raison. Cette maison devrait servir à aider les autres. Maman aurait été d'accord. Menteuse. Marguerite aurait voulu que notre patrimoine reste dans la famille, elle me l'avait dit 100 fois. Vraiment? Tu n'es plus contrarié. Non, non. J'étais surprise, c'est tout. Mais finalement, c'est généreux de ta part. Et puis, comme tu dis, j'ai ma vie en Angleterre. Justement, c'est ce qui nous intrigue. Comment expliquez-vous que votre fille soit empoisonnée à l'arsenic et pas vous, alors que vous avez partagé le même repas? J'ai pris l'air perplexe et inquiet qui convenait. Je ne sais pas, commissaire. C'est épouvantable. Peut-être qu'elle a pris quelque chose d'autre? Un médicament? Elle était très stressée ces derniers temps. Stressée par quoi? Des problèmes d'argent, je crois. Elle ne me disait pas tout, mais j'ai senti qu'elle avait des difficultés financières depuis sa rupture avec son petit ami londonien. Moreau prenait des notes dans son carnet. Monsieur Dubois, nous allons devoir perquisitionner votre domicile. C'est la procédure standard dans ce type d'affaires. Bien entendu. Vous voulez que je vous accompagne? Ce serait préférable. Nous sommes retournés rue de Longchamp. L'équipe de la police scientifique m'attendait déjà. Ils ont passé la maison au peigne fin, cuisine, salle à manger, chambre de Camille, mon bureau. Dans la chambre de ma fille, ils ont trouvé exactement ce que j'espérais qu'ils trouvent, les emails imprimés de Marcus Webb, les factures impayées, les lettres de mise en demeure, et surtout, un petit flacon vide caché dans sa trousse de toilette. Le même flacon que j'avais vu dans la vidéo de surveillance. Commissaire, appela l'inspecteur Dubois, aucun lien de parenté malgré l'homonymie, depuis la chambre de Camille. Vous devriez voir ça. Moreau a examiné les documents. Son visage s'est durci. Monsieur Dubois, votre fille avait-elle accès à votre alimentation? Préparait-elle vos repas? Souvent, oui. Depuis qu'elle était revenue, elle s'occupait de la cuisine. Elle disait que ça lui faisait plaisir de prendre soin de moi. Et hier soir, qui a préparé la soupe? Elle. Mais je vous répète, nous avons mangé la même chose. L'inspecteur Lebrun, spécialiste en toxicologie, s'est approché. Commissaire, j'ai analysé les restes de soupe dans les bols. Celui qui était devant la place de Mademoiselle Dubois contient des traces d'arsenic. L'autre est clean. Comment est-ce possible? Ai-je demandé avec l'étonnement approprié. C'est ce que nous allons découvrir, a répondu Moreau. Monsieur Dubois, accepteriez-vous de venir au commissariat pour un complément d'audition? Naturellement. Au commissariat, dans la salle d'interrogatoire spartiate éclairée par un néon fatigué, j'ai joué mon rôle à la perfection. Le père aimant, inquiet, coopératif mais totalement perdu face à cette situation incompréhensible. Monsieur Dubois, nous avons reconstitué chronologiquement les dernières semaines. Votre fille est revenue de Londres le 7 novembre. Le 4 décembre, elle a acheté de l'arsenic via Internet à un certain Marcus Webb. Le 10 décembre, elle vous empoisonne. Vous ne trouvez pas cette séquence troublante? Vous voulez dire que Camille aurait voulu m'empoisonner? Mais c'est impossible. Pourquoi elle ferait ça? L'héritage, monsieur Dubois. Votre fille a des dettes considérables. Selon nos informations, elle doit plus de 120 000 € à divers créanciers. Mais si elle avait besoin d'argent, elle n'avait qu'à me demander. Je l'aurais aidée. Vraiment? Même sachant qu'elle devait une telle somme? J'ai marqué une pause, comme si je réfléchissais. C'est beaucoup d'argent, c'est vrai. Plus que mes moyens. Mais j'aurais trouvé une solution. Peut-être hypothéquer la maison, ou alors elle a préféré la solution définitive. Moreau m'a montré les emails de Marcus Webb. Regardez ça. Produit indétectable aux analyses standards. Durée moyenne d'efficacité, 6 à 10 semaines. Règlement des résolutions de votre situation patrimoniale. Votre fille avait commandé votre mort, monsieur Dubois. J'ai fait semblant de découvrir ces documents.
Mon visage a exprimé successivement l'incrédulité, la douleur, et finalement l'acceptation amère. Ma petite fille. Comment a-t-elle pu? La question maintenant, c'est de comprendre comment le poison s'est retrouvé dans son bol à et pas dans le vôtre. Je ne sais pas. Vraiment. Peut-être qu'elle a goûté en cuisinant? Ou qu'elle s'est trompée de bol? Possible. Nous allons vérifier les vidéos de surveillance s'il y en a. Il y a une caméra dans la cuisine, en effet. Je l'avais installée pour surveiller la femme de ménage. Le mot de passe, c'est Marguerite 1957, le prénom de ma défunte épouse et son année de naissance. Les vidéos ont été visionnées le jour même. Elles montraient effectivement Camille empoisonnant la soupe, mais pas l'échange de bol que j'avais effectué pendant qu'elle était à la cave. L'angle de la caméra ne couvrait pas cette partie de la table. Du point de vue de la police, les faits étaient clairs. Camille avait empoisonné la soupe destinée à son père, puis avait mangé par erreur dans le bol contaminé. Un retour de bâton du destin. Une justice poétique. Camille est sortie du coma au bout de 6 jours. Affaiblie, amaigrie, mais vivante. Les médecins lui avaient expliqué qu'elle avait frôlé la mort, que quelques heures de retard dans la prise en charge lui auraient été fatales. J'étais à son chevet quand elle a ouvert les yeux. Papa? Sa voix était rauque, presque inaudible. Je suis là, ma chérie. Tu nous as fait une de ces peurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été empoisonné. À l'arsenic. La police enquête. J'ai vu la panique dans ses yeux. Elle se souvenait. Elle savait. Papa, je peux t'expliquer. Chut. Ne te fatigue pas. Tu dois te reposer. Le commissaire Moreau est arrivé 1 heure plus tard, accompagné d'un greffier. Camille était officiellement en état d'arrestation pour tentative d'empoisonnement sur ascendant. Une accusation passible de 20 ans de réclusion criminelle. Mademoiselle Dubois, vous êtes accusée d'avoir tenté d'empoisonner votre père avec de l'arsenic. Que répondez-vous à ces accusations? Camille m'a regardé avec des yeux suppliants. Elle espérait encore que je la couvrirais, que l'amour paternel l'emporterait sur la justice. J'ai soutenu son regard sans ciller. J'ai fait une erreur terrible, a-t-elle murmuré. C'est-à-dire. Je voulais juste qu'il s'endorme. Pour fouiller dans ses affaires. Trouver son testament. Je ne voulais pas le tuer. Mensonge pathétique. L'arsenic ne fait pas dormir. Il tue, lentement mais sûrement. L'arsenic n'est pas un somnifère, mademoiselle. C'est un poison mortel. Je ne savais pas. Cet homme, Marcus, il m'avait dit que c'était juste pour l'endormir. Moreau a secoué la tête. Nous avons vos emails avec Marcus Webb. Vous saviez parfaitement ce que vous faisiez. Le procès a eu lieu 8 mois plus tard, aux Assises de Paris. Et j'ai témoigné comme partie civile, décrivant l'homme brisé par la trahison de sa propre fille. Les jurés ont été sensibles à mon témoignage, à cette image du père aimant victime de l'ingratitude filiale. Camille a été condamnée à 15 ans de réclusion criminelle pour tentative d'empoisonnement aggravé. Ses avocats ont tenté un appel, mais en vain. Les preuves étaient accablantes. Marcus Webb a été arrêté à Londres et extradé vers la France. Il écope de 25 ans pour complicité de tentative de meurtre et trafic de produits toxiques. Apparemment, Camille n'était pas sa première cliente. Pendant le procès, j'ai appris des détails qui ont achevé de me convaincre que j'avais pris la bonne décision. Camille n'était pas juste endettée à cause du jeu. Elle avait aussi détourné des fonds de plusieurs clients pour lesquels elle travaillait comme graphiste freelance. Plus de 50 000 € de factures fictives et de surfacturation. Elle était recherchée par la police londonienne pour escroquerie en bande organisée. Ma fille n'était pas devenue criminelle par désespoir ou par accident. Elle l'était depuis des années. Aujourd'hui, 3 ans après ces événements, je vis toujours dans la maison de la rue de Longchamp. Seul, mais apaisé. J'ai finalement fait ce testament que j'avais évoqué devant Camille. La moitié de mes biens iront effectivement à des œuvres caritatives. L'autre moitié est destinée à un fonds d'aide aux victimes d'escroquerie familiale. Un phénomène plus répandu qu'on ne le croit, malheureusement. Camille purge sa peine à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Elle m'a écrit plusieurs lettres depuis sa condamnation.
Des lettres pleines de remords, de supplications, de promesses de changement. Je les lis, mais je n'y réponds pas. Certains me disent que je suis dur, qu'un père doit toujours pardonner. Que le sang est plus fort que tout. Ces gens-là n'ont jamais regardé leur propre enfant verser du poison dans leur nourriture avec le sourire. Le pardon, ça se mérite. Et Camille n'a pas encore commencé à le mériter. L'autre jour, en rangeant les affaires de Marguerite dans le grenier, j'ai retrouvé le carnet de recettes qu'elle utilisait pour préparer cette fameuse soupe de potiron. Sur la page de la recette, elle avait écrit au crayon, de sa belle écriture penchée, plat préféré d'Henri. À faire avec amour. Avec amour. Camille avait utilisé cette recette chargée de tendresse maternelle pour commettre un parricide. Il y a des profanations qui ne peuvent pas être pardonnées. Pourtant, parfois, quand je passe devant sa chambre restée en l'état, je revois la petite fille aux nattes châtaines qui me tendait ses dessins en disant « C'est pour toi, papa ». Et je me demande à quel moment précis cette enfant aimante s'est transformée en empoisonneuse calculatrice. Était-ce quand nous avons refusé de lui payer une voiture à 18 ans, lui expliquant que nous n'en avions pas les moyens? Était-ce quand nous l'avons obligé à trouver un travail d'été au lieu de partir en vacances avec ses amis? Ou plus tard, quand nous avons exprimé nos réserves sur Thomas, ce petit bourgeois londonien qui la montait contre nous? Je ne le saurai jamais. Et peut-être que c'est mieux ainsi. Ce qui compte, c'est que j'ai survécu. Que j'ai découvert le vrai visage de celle que je chérissais le plus au monde. Et que j'ai eu la force de choisir la justice plutôt que l'aveuglement paternel. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre de Mathilde. Elle m'annonçait qu'elle était enceinte de son premier enfant. Une petite fille, qu'elle veut prénommer Marguerite en l'honneur de sa tante disparue. Cette nouvelle m'a empli d'une joie inattendue. Une nouvelle génération arrive. Une chance de recommencer sur de bonnes bases. Mathilde et son mari m'ont demandé si j'accepterais d'être le parrain de la petite. J'ai dit oui immédiatement. Cet enfant aura un parrain qui connaît le prix de la loyauté et de l'honnêteté. Un parrain qui sait faire la différence entre l'amour aveugle et l'amour véritable. Ce matin, j'ai reçu une nouvelle lettre de Camille. La 15e depuis sa condamnation. Elle me supplie encore de lui pardonner, me dit qu'elle a changé, que la prison l'a fait réfléchir. Elle me demande de venir la voir, ne serait-ce qu'une fois. J'ai déchiré la lettre, comme toutes les autres. Parce que voyez-vous, le vrai Henri Dubois, celui qui a passé 43 ans à réparer ce qui était cassé, a fini par comprendre une chose essentielle. Il y a des brisures qu'on ne peut pas réparer. Des fuites trop importantes pour être colmatées. Des dégâts trop profonds pour être réparés. Ma fille a choisi l'arsenic plutôt que la conversation. L'assassinat plutôt que la demande d'aide. La cupidité plutôt que l'amour filial. Ces choix-là ne s'effacent pas avec des excuses ou des promesses de changement. Elle a empoisonné bien plus que ma soupe ce soir-là. Elle a empoisonné à jamais l'image que j'avais d'elle, la confiance que j'avais en elle, l'amour inconditionnel que je lui portais. Le poison n'était pas pour moi, c'est vrai. Mais ironiquement, c'est elle qui en est morte. Pas son corps, les médecins l'ont sauvée. Mais son âme, sa dignité, sa place dans mon cœur, tout cela a été empoisonné ce soir-là. Irréversiblement. Aujourd'hui, à 71 ans, je suis plus riche qu'avant cette histoire. Pas financièrement, mes économies ont fondu avec les frais d'avocat et les frais médicaux. Mais riche d'une lucidité que je n'avais jamais eue. Riche de la certitude que je sais désormais reconnaître les vrais visages derrière les masques d'amour. La petite Marguerite de Mathilde naîtra dans 4 mois. Je lui ai déjà préparé une chambre dans la maison, celle qui était jadis le bureau de sa grand-tante. J'ai repeint les murs en rose pâle, installé un mobile avec des petits anges en porcelaine. Cet enfant grandira dans l'amour véritable, celui qui protège sans étouffer, qui guide sans aveugler. Et si un jour, quand elle sera grande, elle me demande pourquoi elle n'a jamais rencontré sa tante, Camille, je lui dirai la vérité. Que parfois, les liens du sang se brisent quand on les empoisonne. Que l'amour familial a ses limites, et que ses limites, c'est quand quelqu'un décide de vous tuer pour votre argent. Voilà mon histoire. L'histoire d'un père qui a découvert que sa fille était devenue son bourreau. Et qui a choisi la justice plutôt que l'aveuglement, la vérité plutôt que le déni. Le poison n'était pas pour moi. Mais au final, c'est bien moi qui ai eu le dernier mot. Car entre nous deux,
c'est moi qui sais vraiment jouer aux échecs. Astérisque astérisque si cette histoire vous a bouleversé, si elle vous a fait réaliser que l'amour véritable ce n'est pas fermer les yeux sur le mal mais avoir le courage de l'affronter, alors likez cette vidéo. Votre like me dit que ces témoignages ne sont pas vains, qu'ils touchent des cœurs et peut-être même sauvent des vies. Dans les commentaires, dites-moi, avez-vous déjà dû choisir entre l'amour aveugle et la justice? Comment avez-vous trouvé la force de faire le bon choix? Vos expériences donnent du courage à d'autres qui vivent l'impensable. Pour découvrir une nouvelle histoire de vengeance où la vérité triomphe, cliquez sur la case à gauche, astérisque astérisque parlons-en. Comment vont tes affaires là-bas? Tu ne m'as jamais vraiment expliqué pourquoi tu étais rentré. Ses joues ont rougi. Oh, tu sais, après ma rupture avec Thomas, j'avais besoin de changement. Et puis, tu me manquais. Aucun problème financier? Non, non, ça va très bien de ce côté-là. Nouvel mensonge. Mathilde m'avait donné des détails la veille. Camille devait maintenant plus de 100 000 livres sterling. Ses créanciers avaient commencé les procédures de recouvrement forcé. Elle était venue en France pour échapper à ses dettes, et accessoirement pour accélérer son héritage. Tant mieux. Parce que si tu avais des difficultés, je pourrais t'aider, tu sais. Enfin, dans la mesure de mes moyens. Ses yeux ont brillé. C'est gentil, papa, mais ce ne sera pas nécessaire. Bien sûr que non. Pourquoi se contenter d'une aide ponctuelle quand on peut avoir le magot complet? Cet après-midi-là, pendant qu'elle était sortie faire des courses, j'ai fouillé sa chambre. Dans sa valise, cachée sous ses vêtements, j'ai trouvé des documents qui confirmaient mes soupçons. Des lettres de mise en demeure de diverses banques britanniques. Des factures impayées. Et surtout, une correspondance avec un certain Marcus Webb, qui se présentait comme conseiller en solutions financières rapides. Les emails étaient explicites. Chère Camille, comme convenu, le produit que vous avez commandé est indétectable aux analyses standards. Dosage recommandé, 0,5 à 1 mg par jour, mélangé à un aliment sucré que le sujet consomme régulièrement. Durée moyenne d'efficacité, 6 à 10 semaines selon l'âge et la constitution. Règlement, 5 000 livres sterling, soldé des résolutions de votre situation patrimoniale. Marcus Webb vendait de l'arsenic à la fille. Un empoisonneur professionnel qui proposait des solutions aux héritiers pressés. J'avais maintenant tous les éléments, les preuves de l'empoisonnement, les analyses toxicologiques, les vidéos de surveillance, et la correspondance avec le fournisseur de poison. Il était temps de passer à l'action. Le lundi matin, j'ai appelé mon avocat, Maître Durand, spécialisé en droit pénal. Je lui ai expliqué la situation et donné rendez-vous pour le mardi. En parallèle, j'ai contacté le commissariat du 16e arrondissement. Le commissaire Moreau, qui avait connu mon père dans sa jeunesse, a accepté de me recevoir le mercredi. Mais avant d'impliquer la justice, je voulais donner une dernière chance à Camille. Peut-être que, confrontée à la réalité de ses actes, elle montrerait enfin des remords. Peut-être que ma petite fille était encore quelque part sous cette carapace d'avidité et de mensonges. Le mardi soir, j'ai organisé ce qui serait notre dernier dîner en tête-à-tête. Camille avait préparé ma soupe préférée, veloutée de potiron avec crème fraîche et graines de courge grillées. La recette de sa mère. L'ironie était cruelle, elle utilisait un plat chargé d'amour et de souvenirs familiaux pour commettre son crime. Nous nous sommes installés dans la cuisine, éclairée par la suspension en cuivre que j'avais installée moi-même 30 ans plus tôt. Dehors, la pluie tambourinait contre les carreaux. L'atmosphère aurait pu être intime, chaleureuse, père et fille réunis autour d'un repas simple. Au lieu de quoi, je regardais ma propre fille remplir mon bol avec des gestes d'une précision chirurgicale, en évitant soigneusement de croiser mon regard. Ça sent délicieux, dis-je en humant le fumet. Exactement comme le faisait ta mère. Oui, j'ai retrouvé sa recette dans son carnet de cuisine. Tu te souviens, celui avec la couverture fleurie? Bien sûr. Elle l'avait reçu de ta grand-mère Paulette pour ses 20 ans. Camille posa le bol devant moi. Ses mains tremblaient légèrement. Pas de nervosité ou d'émotion, mais de concentration. Elle calculait. Elle évaluait. Elle espérait. Papa, avant qu'on mange, je voulais te dire quelque chose. Je t'écoute. Je sais que je n'ai pas été une bonne fille ces dernières années.
J'ai été égoïste, ingrate. Maman me manque terriblement, et j'ai reporté cette colère sur toi. C'était injuste. Ces mots sonnaient justes. Presque trop justes. Comme récité. Continue. Je veux que tu saches que ces semaines passées avec toi m'ont fait réaliser à quel point tu es quelqu'un de bien. Papa, tu as travaillé toute ta vie pour nous offrir le meilleur. Tu mérites d'être heureux, entouré, aimé. Et je veux rester. Définitivement. Oubliez Londres, oubliez Thomas, oubliez cette vie qui ne me ressemble pas. Je veux m'occuper de toi, être la fille que maman espérait que je devienne. Elle mentait si bien que, l'espace d'un instant, j'ai failli la croire. Failli oublier les analyses toxicologiques, les recherches internet, les emails de Marcus Webb. C'est merveilleux, ma chérie. Rien ne me ferait plus plaisir. Alors, mange ta soupe avant qu'elle refroidisse. Elle souriait. Un sourire plein d'amour filial et d'innocence retrouvée. Un sourire qui cachait la dose mortelle d'arsenic qu'elle avait versée dans mon bol quelques minutes plus tôt. J'ai pris ma cuillère. J'ai regardé Camille droit dans les yeux. Et j'ai dit, tu sais, ma chérie, avant de manger, j'aimerais trinquer à nos retrouvailles. Tu veux bien aller chercher cette bouteille de Bordeaux dans la cave? Le Château Margaux 1990. Celui qu'on gardait pour les grandes occasions. Bien sûr, papa. Elle s'est levée et a disparu dans l'escalier de la cave. Dès que j'ai entendu ses pas s'éloigner, j'ai agi rapidement. J'ai échangé nos 2 bols. Le mien, empoisonné, devant sa place. Le sien, sain, devant moi. Quand elle est remontée avec la bouteille poussiéreuse, tout était redevenu normal en apparence. Parfait, dis-je en prenant le tire-bouchon. Ce vin, ta mère et moi l'avions acheté pour fêter tes 18 ans. Et puis, finalement, nous ne l'avions jamais ouvert. Il attendait le bon moment. Et le bon moment, c'est maintenant? Je crois que oui. J'ai débouché la bouteille avec le cérémonial approprié. L'arôme s'est échappé, complexe et profond. 40 ans d'âge avaient transformé ce vin en nectar. Nous avons trinqué. Nos verres ont teinté doucement. À nous deux, papa. À nous deux, ma chérie. Nous avons commencé à manger. Camille prenait de petites cuillerées, savourant chaque bouchée de ce qui était, ironiquement, réellement délicieux. Elle avait mis tout son talent culinaire au service de mon assassinat. Elle est parfaite cette soupe, dis-je. Tu as vraiment le don de ta mère pour la cuisine. Merci papa. Et toi, comment tu la trouves? Elle avait posé la question avec un naturel fin, mais ses yeux scrutaient mon visage, guettant les premiers signes d'empoisonnement. Nausée. Pâleur. Difficulté respiratoire. Excellente. Vraiment. Un goût, unique. J'ai vidé mon bol avec appétit démonstratif. Camille a souri, satisfaite. Nous avons terminé le repas en parlant de tout et de rien. Souvenirs d'enfance, projets d'avenir, anecdotes sur le quartier. Une conversation père-fille normale, chaleureuse, teintée de cette complicité retrouvée qui aurait pu être authentique dans d'autres circonstances. Vers 22 heures, Camille a commencé à montrer les premiers signes de fatigue. Elle bâillait, ses paupières se faisaient lourdes. « Excuse-moi papa, je suis épuisée. Cette journée m'a beaucoup ému. Va te coucher, ma chérie. Moi, je vais rester un peu pour ranger. » Elle m'a embrassé sur le front, geste tendre qui m'a bouleversé malgré tout, et est montée dans sa chambre. J'ai attendu 1 heure avant de la suivre discrètement. Par l'entrebâillement de sa porte, je l'ai vue allongée sur son lit, encore habillée, respirant avec difficulté. L'arsenic commençait à faire effet. J'ai appelé le SAMU. Allô? Mon nom est Henri Dubois, 47 rue de Longchamp dans le 16e. Ma fille a fait un malaise. Elle a des difficultés à respirer et semble avoir perdu connaissance. L'ambulance est arrivée 15 minutes plus tard. Les urgentistes ont immédiatement diagnostiqué une intoxication aiguë. Camille a été transportée à l'hôpital Foch de Suresnes, en réanimation. Je l'ai suivie, jouant parfaitement le père angoissé et ignorant. Au médecin qui m'interrogeait sur les circonstances, j'ai expliqué que nous avions dîné ensemble, que tout semblait normal, que je ne comprenais pas ce qui avait pu se passer.
Nous allons faire des analyses toxicologiques, m'a dit le docteur Ramirez, chef du service de réanimation. En cas d'intoxication, il faut identifier rapidement le produit en cause. Bien sûr, docteur. Tout ce qui peut l'aider. Le résultat est arrivé le lendemain matin, empoisonnement à arsenic. Dose massive, potentiellement mortelle. Camille était dans un état critique, mais stable. C'est là que le commissaire Moreau est entré en scène. Monsieur Dubois. Commissaire Moreau, police judiciaire. Je dois vous poser quelques questions sur l'intoxication de votre fille. Bien sûr, commissaire. Tout ce qui peut t'aider à comprendre. Nous nous sommes installés dans une salle d'attente de l'hôpital. Moreau était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris et aux yeux perçants. Le genre de policier qui avait l'expérience des affaires compliquées. Votre fille et vous avez dîné ensemble hier soir? Oui. Elle avait préparé une soupe de potiron. Sa spécialité. Et vous allez bien? Parfaitement. J'ai mangé la même chose, pourtant. Justement, c'est exactement ce qui nous intrigue. Comment expliquez-vous que votre fille soit empoisonnée à l'arsenic et pas vous, alors que vous avez partagé le même repas? J'ai pris l'air perplexe et inquiet qui convenait à la situation. Je ne comprends pas, commissaire. C'est terrible. Peut-être qu'elle a goûté la soupe en cuisinant? Ou qu'elle s'est trompée de bol en servant? Nous utilisions le même service en porcelaine. Possible. Nous allons examiner tous les éléments. L'enquête qui a suivi a révélé exactement ce que j'espérais qu'elle révèle. Dans la chambre de Camille, les policiers ont découvert les emails échangés avec Marcus Webb, l'ampleur de ses dettes londoniennes, et surtout le petit flacon d'arsenic vide dissimulé dans sa trousse de toilette. Les vidéos de surveillance montraient sans équivoque ma fille en train d'empoisonner la soupe, mais l'angle de la caméra ne permettait pas de voir l'échange de bols que j'avais effectué pendant qu'elle était descendue chercher le vin à cave. Pour les enquêteurs, les faits étaient d'une clarté aveuglante. Camille avait voulu empoisonner son père pour accélérer son héritage, mais dans sa nervosité et sa précipitation, elle avait bu par erreur dans le bol contaminé. Une ironie du sort tragique. Une justice poétique parfaite. Le procès s'est tenu 8 mois plus tard devant la cour d'assises de Paris. J'ai témoigné comme partie civile, incarnant avec un naturel bouleversant le père aimant et désemparé par l'incompréhensible trahison de sa propre fille. Les jurés ont été profondément émus par mon témoignage, par cette image du vieux plombier qui avait tout sacrifié pour sa famille et se retrouvait victime de l'ingratitude la plus cruelle qui soit. Camille a été condamnée à 15 ans de réclusion criminelle pour tentative d'empoisonnement aggravé sur ascendant. Marcus Webb, extradé depuis Londres, a écopé de 25 ans de prison pour complicité de tentative de meurtre et trafic de substances toxiques mortelles. Durant les audiences, j'ai appris des détails supplémentaires qui ont définitivement balayé mes derniers scrupules. Ma fille n'était pas seulement endettée à cause de ses addictions au jeu. Elle avait également escroqué plusieurs de ses clients londoniens en leur facturant des prestations fictives, détournant ainsi plus de 50 000 €. Elle était activement recherchée par Scotland Yard pour escroquerie en bande organisée et blanchiment d'argent. Camille n'était pas devenue criminelle par désespoir ou sous la contrainte. Elle avait choisi cette voie depuis des années, calculant méthodiquement chaque mensonge, chaque manipulation, chaque crime. Aujourd'hui, 4 années se sont écoulées depuis ces événements tragiques. Je vis paisiblement dans ma demeure de la rue de Longchamp, dans ce 16e arrondissement que je connais comme ma poche. J'ai maintenant 72 ans, et paradoxalement, je n'ai jamais été en aussi bonne santé. L'ironie du destin veut que les tentatives d'empoisonnement de Camille m'aient poussé à effectuer des bilans médicaux réguliers qui ont permis de détecter et traiter précocement plusieurs petits problèmes de santé que j'aurais négligés autrement. J'ai rédigé et signé ce testament dont j'avais parlé devant ma fille ce fameux soir de décembre. La moitié de mon patrimoine ira à la Fondation de France pour créer un centre d'accueil destiné aux personnes âgées isolées. L'autre moitié financera un fonds spécialisé dans l'aide aux victimes d'escroquerie familiale, un fléau hélas beaucoup plus répandu dans notre société qu'on ne veut bien l'admettre. Camille continue de m'écrire régulièrement depuis sa cellule de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Des lettres pathétiques, remplies de remords apparemment sincères et de supplications déchirantes. Papa, pardonne-moi, j'ai profondément changé, la prison m'a fait comprendre mes erreurs, je donnerai tout pour revenir en arrière. Je lis consciencieusement chacune de ces missives,
puis je les classe méthodiquement dans un dossier spécial que j'ai créé à cet effet. Peut-être qu'un jour, quand elle aura véritablement payé sa dette. Mais ce jour-là n'est pas encore arrivé. Le pardon authentique se mérite par des actes concrets et durables, pas par de belles paroles écrites derrière les barreaux. Il y a précisément 2 mois, ma nièce Mathilde a donné naissance à une magnifique petite fille aux yeux bleus pervenches qu'elle a prénommée Marguerite, en hommage touchant à sa tante disparue. J'ai l'immense honneur et la joie profonde d'être le parrain de cet ange terrestre. Quand je berce cet enfant dans mes bras fatigués par l'âge, je ne peux m'empêcher de repenser à Camille nouveau-né. Aux nuits blanches que Marguerite et moi passions à son chevet quand elle était fiévreuse, au premier gazouillement, au premier sourire édenté, aux premiers pas hésitants dans notre salon. Comment cette créature innocente et pure a-t-elle pu se transformer en empoisonneuse calculatrice? À quel moment précis l'amour filial s'est-il mué en cupidité meurtrière? Je ne le découvrirai probablement jamais. Et au fond, c'est peut-être préférable ainsi. Ce qui importe véritablement, c'est que j'ai réussi à survivre à sa tentative d'assassinat. Que j'ai su déceler à temps ses intentions homicides. Que j'ai trouvé la force de choisir la justice implacable plutôt que l'aveuglement paternel complice. Car aimer quelqu'un authentiquement, ce n'est jamais fermer lâchement les yeux sur ses crimes, c'est au contraire avoir le courage moral de les regarder lucidement en face pour tenter de l'empêcher de sombrer encore davantage dans l'abîme. Hier soir, dans ma cuisine silencieuse, j'ai préparé une soupe de potiron en suivant scrupuleusement la recette manuscrite de ma défunte Marguerite. La même recette exactement que Camille avait utilisée comme vecteur de mort. Et miracle inespéré, pour la première fois depuis 4 longues années, cette saveur familière ne m'a évoqué aucune amertume douloureuse. Juste la tendresse infinie de mon épouse adorée, cet amour pur et désintéressé qui n'empoisonne jamais personne. La petite Marguerite grandira baignée dans cet amour-là. L'amour véritable qui protège sans jamais étouffer, qui guide sans aveugler, qui pardonne sans verser dans la naïveté dangereuse. Et si un jour, quand elle aura grandi, elle me demande avec curiosité pourquoi elle n'a jamais eu l'occasion de rencontrer sa mystérieuse tante, Camille, je lui expliquerai simplement et honnêtement la vérité, que parfois, hélas, les liens sacrés du sang finissent par se briser irrémédiablement quand on les empoisonne avec la cupidité destructrice et la trahison familiale. Le poison n'était finalement pas destiné pour moi, vous l'avez compris. Mais c'est pourtant bien Camille qui en est morte ce soir-là, pas physiquement grâce à l'intervention providentielle des secours, mais moralement et spirituellement. Elle a succombé définitivement à son propre venin dans notre cuisine familiale, sous le regard éternellement bienveillant du portrait encadré de sa mère. Au terme de cette partie d'échecs mortels qu'elle avait elle-même imprudemment engagée, c'est moi qui ai placé le dernier pion sur l'échiquier du destin. Échec et mat, ma petite Camille. Échec et mat pour l'éternité. Si cette histoire vraie vous a profondément bouleversé, si elle vous a fait comprendre que l'amour paternel authentique exige parfois d'accepter les choix les plus déchirants qui soient, alors n'hésitez pas à liker cette vidéo pour permettre à d'autres âmes en détresse d'entendre ce témoignage saisissant de résilience. Dans les commentaires, confiez-moi en toute sincérité, avez-vous déjà été confronté à ce dilemme terrible entre l'amour aveugle et la justice implacable? Avez-vous déjà découvert le vrai visage maléfique de quelqu'un que vous aimiez par-dessus tout? Comment avez-vous puisé la force surhumaine de faire ce qui était moralement juste, même si cela vous brisait le cœur à jamais? Vos témoignages personnels donnent un courage inestimable à tous ceux qui vivent actuellement l'impensable dans le silence et la solitude. Pour écouter dès maintenant une nouvelle histoire bouleversante de vengeance familiale où la vérité finit toujours par triompher du mensonge le plus élaboré, cliquez sans attendre sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran.